Bonjour, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver ce jeudi sur les ondes de Canal FM. Ce numéro est mis en onde par Michel Tomega et Thomas Datevi. Géro Akoutia assure la mise en ligne. Au micro, je suis Fousseni Saïbou. Le plateau de ce matin est composé d'Ambroise Pondio du journal des Guaradianes. Bonjour Ambroise. Oui, bonjour Fousseni, bonjour les Togolais, bonjour chers confrères présents et l'invité. Bonjour à Monsieur Montan qui est à la FUSEC Togo. Et j'ai juste un message avant qu'on ne commence. Demander à tous ces Togolais-là qui hésitent toujours à porter les masques et qui se permettent d'aller dans les marchés sans bavette. Je leur dis tout simplement que le mal existe. D'accord. De faire en sorte de se protéger et de protéger leur propre famille. Et de protéger la société. D'accord. Message sûrement reçu. Nous venons de constater l'entrée en studio de Magloire Teko du journal Flambeau des démocrates. Bonjour Magloire. Bonjour Fousseni, bonjour chers confrères autour de la table, bonjour à notre invité. Bonjour. Bonjour à nos fidèles auditeurs qui nous suivent sur la 93.5. Et puis un confrère qui fait son baptême de feu dans cette émission, il se nomme Narcisse Prince Agbodian du site d'information l'interview.info. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour à toi Fousseni, bonjour aux confrères ici en studio et aussi bonjour à notre invité. Je salue ces centaines de Togolais qui restent fidèles à cette émission, qui est une émission de grande écoute. Et je dirais aussi merci pour l'opportunité. Merci à vous d'être passé. Merci de choisir, mesdames et messieurs, Canal FM comme source d'information. On démarre dans un instant. Situation de la pandémie du coronavirus au Togo. 2 nouvelles personnes testées positives hier mercredi à l'issue de 441 dépistages. Ils sont 10 au total. Il s'agit d'une fille de 17 ans, d'une fille de 19 ans, d'une femme de 21 ans, d'une femme de 23 ans, d'un garçon de 17 ans, d'un homme de 25 ans, d'un homme de 35 ans, tous togolais résidant à Djarkbanga et tous des cas suspects. Il y a eu aussi un garçon de 12 ans et une femme de 25 ans, tous les deux togolais résidant à Agoué, des cas suspects également. Et la 10e personne, une femme de 50 ans, togolaise résidant à Badou, qui est un cas suspect de retour du Ghana. Un nouveau patient a recouvré la santé, portant à 64 le nombre total de patients guéris de Covid-19. Malheureusement aussi, un nouveau décès a été enregistré, portant à 7 le nombre total de décès dus au Covid-19. À ce jour, le Togo a enregistré 109 cas confirmés de contamination à Covid-19, dont 38 actifs, 64 guéris et 7 décès. L'Union pour la patrie titre ce matin le Togo et le coronavirus, 10 nouveaux cas en une seule journée et une létalité de 6,42%. Djarkbanga, un nouveau foyer de contamination, s'interroge le journal. Alors, Narcisse, rebonjour. Voilà le Togo qui vient de franchir la barre des 100 cas. Malgré les efforts, la maladie continue de progresser. Je crois que tout à l'heure, le confrère Ambroise a passé un message très important. Et il est important de le rappeler. Il va falloir que les Togolais prennent au sérieux cette maladie. Parce qu'on le constate dans la société à quelques niveaux, où les gens sont toujours insouciants par rapport à ce qui se passe. Il y en a qui prennent en pied extrême justement l'existence de ce virus, et c'est très dangereux. Le meilleur moyen de pouvoir aider l'État en ce moment, c'est de respecter les gestes préventifs. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour aider l'État en ce moment. Si les gens considèrent véritablement que la maladie existe, la pandémie est là, il va falloir que non seulement au nom de la discipline individuelle et la discipline collective, qu'on prenne en considération les mesures préventives que l'État a mises en place et qu'on en parle autour de nous. Parce que vous ne pouvez pas imaginer les moyens que l'État met pour faire face à cette pandémie. Il y a tellement de moyens qu'on met en place. Vous ne pouvez pas imaginer la bravoure du personnel soignant aujourd'hui au CHR Lomé Commune. Ce qui se passe là-bas, peut-être les gens
parce qu'ils n'ont pas idée, mais il y a beaucoup de choses qui se passent de l'autre côté. Donc je crois que il va falloir que chacun s'y met, que chacun en parle, que chacun respecte ses règles. Parce que, comme l'a dit Ambroise tantôt, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui toujours pensent que bon, ce n'est pas sérieux, qui pensent que bon, ça ne concerne que les autres, ça ne peut jamais leur arriver. Il ne faut pas chercher loin. Allez tout juste à côté à Décon ici et faites un petit tour. L'endroit où tout le monde connaît, où on appelle Sant'Anacquedi, les gens sont là-bas, très nombreux, chaque jour, ils sont là, c'est comme s'il n'y avait rien. Vous faites un tour de l'autre côté d'Aguazongo, au niveau du grand marché de Zongo, il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, mettent les cache-nez, ça ne fait pas partie de leur priorité. Je me dis, il y a encore du travail à faire sur le terrain, il y a de la sensibilisation à continuer sur le terrain, mais il faut que chaque Togolais se sente concerné par ce qui arrive et qu'on aide véritablement l'État à pouvoir riposter face à cette pandémie-là. Sans cela, en dépit des efforts que le gouvernement fait aujourd'hui, on aura toujours des cas confirmés, ça n'arrange personne. D'accord, merci Narcisse. Les 7 cas suspects de Diarkmanga et le cas de Badou proviennent du Ghana qui vient de sortir du confinement. Encore une fois, il se pose la question de porosité de nos frontières et Flambeau des démocrates en a fait cas dans sa parution ce jeudi. Lutte contre le Covid-19, la porosité des frontières terrestres inquiète. Magloire Teko. Bien évidemment. Vous savez, en tout début de crise sanitaire, le gouvernement a donc entrepris une série de mesures afin de pouvoir faire face convenablement à la maladie et entre autres la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Mais en tant que journaliste, chemin faisant, on essaie de vérifier, voir si chaque échantillon, n'est-ce pas, ou chaque maillon de la cellule sociale essaie de jouer convenablement son rôle dans la mesure où c'est une question de solidarité. Il faudrait que chacun fasse, en tout cas chacun joue son rôle. Et on s'est rendu compte que il y a vraiment, nos frontières terrestres sont vraiment poreuses, on va le dire ainsi, parce que il suffit juste de faire un tour, que ce soit à Kodjovia-Kopé, à Casablanca ou un peu vers Ségbé, et vous vous rendez compte que les gens continuent de faire les allers-retours comme si rien n'était, alors que l'État a vraiment fermé les frontières. On se demande comment est-ce que ça se fait. Et alors, quand vous faites un peu l'analyse, vous verrez que c'est soit par négligence, n'est-ce pas, des agents de force de sécurité qui sont postés là, ou c'est le système de raquettes qui passe par là, parce que en tant que professionnel des médias, si vous arrivez là-bas pour faire votre enquête et vous vous déguisez en passant, vous allez voir que dans un premier temps l'agent fait comme s'il était en train de vous dissuader, et quelque temps après vous glissez quelque chose, vous passez, et là ça c'est un acte assez dangereux qui compromet, ou du moins qui annihile les efforts du gouvernement, dans la mesure où quand on voit les derniers chiffres actualisés, on voit quand même que il y a une augmentation de cas de contamination qu'on a enregistré dans le pays. Et quand je prends par exemple le cas de Diarkmanga, par exemple, qui devient pratiquement le nouveau foyer de contagion à part Lomé et Sokodé, on se rend compte que les 7 cas enregistrés sont venus de l'autre côté du Ghana. Et ça amène à se poser beaucoup de questions. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à rentrer au pays quand on nous dit que les frontières terrestres sont fermées? Et donc, c'est le moment à jamais, Narcisse venait de le dire, que chacun essaie de jouer sa partition. On le sait, l'État déjà met assez de moyens avec l'appui des partenaires au développement. C'est quand même des milliards qu'on déploie, et il va falloir que, au-delà de la responsabilité de l'État en termes d'investissement et tout, il va falloir qu'on joue, n'est-ce pas, à ce gendarme-là, qu'on veille au grain pour que chacun véritablement puisse jouer son rôle. Mais au-delà de tout, sur le plan individuel, la question reste de savoir qu'est-ce que je fais pour ma part. Parce que quand vous allez par exemple au niveau du marché d'Adidogomé, un marché à Sieyé, vous vous rendez compte que le marché s'anime normalement. Vous verrez de bonnes dames exposées là-bas sans cachiner. Il y a des gens qui viennent faire leurs emplettes sans cachiner.
Mais vous allez vous demander, est-ce que nous sommes toujours à Lomé? C'est tout comme pour certains ou une certaine catégorie de Togolais, le mal est déjà parti et donc nos habitudes quotidiennes peuvent reprendre. Alors qu'en réalité, nous avons affaire à un ennemi invisible qui peut surgir à tout moment. Et la preuve, c'est que ces derniers temps, on se réjouissait, n'est-ce pas, de l'amorce de cette courbe descendante-là, parce que les chiffres nous faisaient croire que on commençait par maîtriser petit à petit le mal. Malheureusement, les derniers chiffres viennent nous montrer que le chemin reste encore long et il va falloir que chacun redouble plus d'ardeur et de discipline. Merci Magloire. Hier, le coordonnateur national de la gestion de la riposte au Covid-19, le médecin colonel Mahaman Djibril, lors du premier point de presse hebdomadaire à l'hôtel Ibis, a reconnu donc que la situation est difficile à gérer au niveau de ces frontières-là, parce que, par exemple, des villages comme Djarkmanga, je crois dans la préfecture de Meaux, se trouvent des parts et d'autres, n'est-ce pas, des frontières. Au même moment, il y a des élèves qui sont sur le territoire togolais, mais qui fréquentent des écoles au Ghana. Ouais. Donc, ça complique un peu la situation. Ambroise Mondio. Oui, je crois que je suis... J'ai suivi également le point de presse que ces responsables ont tenu hier. Mais je ne suis pas d'accord avec eux dans le sens où on nous dit que la situation est difficile à gérer. Nous sommes sous couvre-feu, non? Et nous savons comment nos militaires, nos corps habillés gèrent les couvre-feux. Surtout quand on parle des frontières. Ce qui se passe juste ici à côté Casablanca, on prend les 5 000, 2 000 francs chez les gens avant de les faire rentrer sur le territoire. Et qu'on me dise qu'à Tcharakmanga, on n'arrive pas à contrôler le flux d'entrée de l'autre côté du Ghana. Je ne sais pas si les cours continuent encore au Ghana. Mais quand on me dit que les élèves quittent ici pour rentrer là-bas, il suffit de mettre les dispositions. L'autorité n'a pas dit ça. C'est moi qui ai donné l'exemple. Je l'ai suivi. Tu n'as pas tort. Moi, j'ai suivi ça hier à la télé. Je ne veux même pas parler de la forme. Mais je me dis qu'il y a certaines déclarations qui ne doivent pas venir saper l'effort que le gouvernement fait déjà. Tant bien même qu'il a eu à rater des coches au départ, mais qui a corrigé de jour en jour ce qui devait être fait. Moi, je me réjouissais parce que on n'a pas dépassé les 100 et ce qui pourrait amener les autorités à décider de la reprise très prochainement des cours. Et on en est même allé à proposer des pistes de solutions pour reprendre rapidement les cours. Même si on en trouve aujourd'hui 109 cas, ça n'en dit même pas moins qu'on ne puisse pas aller dans le sens. Mais je me dis que la porosité des frontières ne peut pas occulter toutes les stratégies possibles venant du gouvernement à endiguer le mal, surtout au niveau de nos frontières. Parce que on a tellement de militaires au Togo. Les militaires que nous avons, on peut dépasser les 20 000. Je suis en train on parle souvent de 16 000, 15 000, mais je sais qu'on peut approcher les 20 000. Le Togo n'a jamais été en guerre. Les militaires dans certains pays sont très utiles. Il y en a dans le corps militaire togolais, il y en a ceux-là qui sont des médecins, il y en a qui sont des infirmiers, des mécaniciens, tant d'autres choses. Les militaires aussi sont des agriculteurs. Au Brésil, et à Cuba et autres. Si aujourd'hui, pour le moment, nos militaires ne sont pas largués sur ces champs-là, autant les amener à protéger les frontières. C'est vrai que la manière dont eux-mêmes ils gèrent chaque situation fait que les populations ont souvent peur des militaires, du corps habillé. L'exemple est encore là. Comment ils ont tué encore des gens dans le pays, ne serait-ce que dans moins d'un mois, pour un simple couvre-feu. Seul le nombre de personnes qu'ils ont tuées a dépassé le nombre de morts dû au coronavirus. Ça, c'est inadmissible et c'est inacceptable. C'est à cela que je salue au moins la promptitude et la réaction du gouvernement. Je ne crois pas que c'est Yaoui et Paoul qui a fait ça. Mais quand on dit on te met responsable devant un corps des éléments, c'est toi qui es le responsable, c'est toi qui assume. Yaoui et Paoul n'ont jamais fait ça. Il n'a même pas tiré sur quelqu'un. Mais il assume. Et Amana, le commandant Amana, qui est souvent très calme et qui est respectable, et je crois qu'il va aussi essayer, mais que les ordres ne viennent pas d'ailleurs et qu'on accuse ceux-là qu'on a placés à la tête de ces corps-là. Ça, c'est aussi une réalité qu'on ne nous dit pas. Le général Yak est là-bas. Souvent, on l'accuse, c'est vrai. Des fois aussi, il annonce, il ravale. Ça aussi, on le sait. Mais je ne crois pas que le général Yak peut donner des ordres à aller tuer des gens. Certainement que les ordres viennent d'ailleurs pour qu'on puisse tuer. Soit c'est des brebis galeuses qui
font partie même du corps des militaires, du corps d'armée, qu'il faut exfiltrer de l'armée pour que l'armée soit réellement républicaine. Donc, ou républicaine. Donc, aujourd'hui, je dis que avec cette histoire de Covid-19, on en a encore appris de nos corps habillés. On en a encore appris de ce qui peut arriver en matière de vie sur les populations. Donc, moi, je demande tout simplement que le gouvernement garde la vigilance et que les numéros verts soient multipliés. Ne serait-ce que 3 numéros verts, pas le 111 seulement ou le 113, mais multipliés au moins par 4. Et que quand on appelle ceux-là qui seront punis, les militaires ou les corps habillés qui seront punis, que ce soit policiers ou gendarmes, qu'ils soient mis à... C'est-à-dire que les Togolais voient réellement que ce militaire-là qui a fait ça, c'est telle personne qui a fait ça, qui a été punie. Parce qu'on nous dit que la personne est punie. On ne nous montre jamais. Mais il suffit qu'on prenne un 5 volets de poulet, dans Akoyakofe ou à Nikonakwe, on le montre à la télé. Et les militaires qui tuent les gens, pourquoi on ne le montre pas à la télé? On me dirait que l'armée est un truc miette. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Quand les gens commettent des erreurs, et surtout pas des erreurs, des crimes, ça c'est un crime. C'est un crime. Un crime parfait. Vous trouvez quelqu'un la nuit, on demande aux gens de ne pas sortir la nuit. La personne va aller faire ses besoins derrière la maison, au voisinage de sa maison. Vous le bastonnez, vous faites des trucs, vous le tuez. Ça c'est une tuerie, ce n'est même pas une bavure. Quand la bavure conduit à l'assassinat, c'est un crime parfait. Et donc, ils ont tué les Togolais. Donc, moi, je demande tout simplement de les montrer à la télévision aussi, comme on montre les autres, pour que les Togolais savent que non et prénom à l'appui. Qu'on sache que c'est lui, ce militaire qui a fait ça, c'est ce policier qui a fait ça. C'est ça la réalité. Merci Ambroise. Narcisse, parlant des nouveaux cas contaminés qui sont arrivés dans notre pays, comment on peut interpréter ça, le Ghana qui a pourtant mis des moyens plus radicaux. Il vient de sortir du confinement. Comment on peut comprendre qu'il y a encore des cas comme ça que le Ghana ne puisse pas contrôler, vous savez, qui viennent sur notre territoire? On l'a dit tantôt, le virus est invisible et imprévisible. C'est en cela même que j'aurais été encore une fois, il est de la responsabilité de chacun de pouvoir assumer son rôle. C'est très important. Nos frontières sont poreuses. C'est une vérité. Elle est irréfragable. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que chaque Togolais prenne soin de lui. Parce que je vous le dis, tout à l'heure, on estimait que le gouvernement est en train de prendre des mesures, le gouvernement est en train de mettre les moyens. Mais si la population n'accompagne pas, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Le Ghana, aujourd'hui, a des cas. Au début, on pensait que le Togo pouvait se limiter uniquement qu'à 5 cas, à 10 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 109 cas. C'est sérieux. C'est sérieux et ça interpelle tout le monde. Le virus circule. Alors, on l'a dit tantôt, il faut que le gouvernement revoie nos frontières. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que nos frontières terrestres soient fermées et que des gens circulent. On nous a encore dit la dernière fois, ce sont les marchandises peut-être qui circulent, mais les hommes ne circulent pas. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de nos frontières pour que des gens se rendent facilement au pays et que les contaminations continuent? Donc, je crois qu'il y a un travail à faire aujourd'hui. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de cela. Il faut revoir nos frontières, il faut revoir ce qui se passe de l'autre côté. On l'a annoncé tantôt, il y a des choses qui se passent à ces frontières. Moi, j'ai eu écho de ça. J'ai été même à l'une de ces frontières pour aller vérifier et que réellement il y a des faits, il y a des choses qui se passent là-bas. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas comprendre le fait qu'on veuille protéger tout le monde au même moment qu'il y ait quand même des endroits ou bien des aspects qu'on néglige et qui ne nous aident pas véritablement à lutter contre la pandémie. Hier, on nous a dit il y a 10 cas. C'est trop pour le Togo. Un mois de plus, c'est trop pour le Togo. On se retrouve avec 7 mois. C'est trop. C'est que la pandémie est là et tout le monde doit s'y intéresser. La communication doit continuer, les sensibilisations. Tout le monde doit en parler, de bouche à oreille. Tout le monde doit en parler. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on doit imposer le port de cache-nez à tout le monde. Pas uniquement que le corps soignant, mais à tout le monde. Tout le monde doit mettre les cache-nez partout où nous sommes. On doit les mettre. Parce que quand vous allez, par exemple, dans les marchés, les gens mettent les cache-nez uniquement quand ils voient les forces de l'ordre. Quand ils voient justement que, bon, il y a un force de l'ordre qui n'est pas loin, on les met. Mais une fois qu'ils partent, on les enlève. Ça veut dire qu'il y a une négligence qui est là. Donc, il faut imposer ça à tout le monde pour permettre au gouvernement de véritablement lutter contre la maladie. Sinon,
personne n'est épargné en fait. D'accord. Alors selon le colonel Djibril, il y en a même qui ont quitté le Ghana et qui sont partis vers Sokodé, qui sont actuellement recherchés. Alors Magloire, en voyant les images sur les réseaux sociaux, on croirait que le Ghana gère mieux la riposte, mais avec vraiment ces contaminations, ces cas qui arrivent sur le territoire, on se pose des questions. Écoutez, là la situation est assez complexe qu'il serait imprudent qu'on puisse réfléchir de la sorte, parce que voyez-vous, aujourd'hui le Ghana est à 2074 cas. Voyez-vous, ça voudra dire que la situation est beaucoup plus alarmante là-bas que chez nous. Et si aujourd'hui, par la force des choses, Dieu aidant également, nous étions jusqu'hier ou avant-hier à 80, 95, 96 cas, je me dis que Dieu ne peut pas nous parler au-delà de ça. Le reste, c'était à nous de nous autodiscipliner afin de suivre religieusement les mesures préventives dictées par l'autorité. Mais malheureusement, on se rend compte que la négligence est rentrée dedans. Et aujourd'hui, ça semble compliqué. Parce que, comme on le dit, nos frontières terrestres étant assez poreuses, tous les jours, il y a des flux. Il y a des gens qui franchissent les frontières et Dieu seul sait. Aujourd'hui, c'est les seuls cas détectés. Quand on nous dit qu'on recherche ces gens-là, c'est parce que peut-être on a eu à avoir une idée sur leur identité ou leur profil. Les milliers de Togolais qui franchissent les frontières quotidiennement, à l'insu, n'est-ce pas, des autorités. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? C'est pour cela que moi je me dis, les lois sont faites pour être respectées. Et aujourd'hui on nous parle d'état d'urgence sanitaire. Ça voudra dire que on devra mettre tous les moyens possibles pour pouvoir prévenir ou du moins lutter efficacement contre ce mal. Au début, il y a eu, n'est-ce pas, un communiqué du ministère de l'administration territoriale, je crois, qui interdisait même les flux entre les préfectures du pays. Aujourd'hui, ce n'est plus de mise parce que tous les jours, pratiquement, des gens quittent Lomé pour aller à Anfouin, Vaughan, à Tapamé, Palmé. Ils reviennent tous les jours. Mais je peux également essayer de comprendre parce que il y a aussi certaines urgences sur le champ que des gens doivent honorer. Mais quand on nous dit aujourd'hui que, par exemple, le Ghana qui est à 2074 cas aujourd'hui, qu'on laisse les gens et transiter par nos frontières pour arriver ici, Dieu seul sait les risques que nous encourons, en plus des risques naturels que nous impose, n'est-ce pas, la maladie. C'est pour cela que je dis, oui, les derniers chiffres nous prouvent véritablement que on est loin de sortir de l'auberge. Et l'autorité vraiment doit prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir dissuader les gens. Si c'est la défaillance ou, on le disait, par les systèmes de raquettes que certains agents véreux ont instauré au niveau des frontières, il va falloir que le commandant Ekpaou, le colonel Amana qui vient d'arriver, ensemble avec les autorités en charge de la sécurité et de la protection civile, puissent travailler à faire en sorte qu'on puisse rapidement mettre fin à cette situation, parce que ça risque ça met en péril la vie de toute la population togolaise, et il va falloir qu'on y aille rapidement parce que l'urgence est déjà là. D'accord. Merci à vous pour vos différentes réactions. Nous marquons une pause pour recevoir un invité. Il s'agit de la présidente de l'USPATS, Union des syndicats professionnels des artisans du Togo, Madame Bali Kozon Badawi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, messieurs les journalistes. Ok. Alors, il y a une affaire qui oppose votre organisation, l'Union des syndicats professionnels des artisans du Togo, à la Chambre des métiers du Togo. Expliquez-nous un peu le problème. Merci, messieurs les journalistes. Et nous sommes... Allez-y. L'USPAT, l'Union des syndicats professionnels des artisans du Togo, dont je suis l'actuelle présidente. Et je suis aussi la secrétaire générale du SYNTATO, le syndicat national des couturiers et tailleurs du Togo. Et sur ce, nous nous sommes retrouvés depuis 2012 et nous nous sommes mis en union des syndicats. Et c'est les secrétaires généraux des syndicats qui se retrouvent, et tout ce que nous partageons, nous amenons au niveau de nos bases respectives pour partager avec nos membres. Et en 2018, nous sommes allés au congrès constitutif, et c'est là qu'est sorti un bureau de 9 membres, dont je suis la présidente. Et depuis nous avons beaucoup de problèmes
sur le terrain avec les chambres de métier, arrivées, si j'ai bonne mémoire, en 2001. Les chambres de métier sont arrivées au Togo vers les années 2001 et nous voyons que nos syndicats, le Syntato par exemple, compte à son actif aujourd'hui 75 ans de vie. Syntato est là depuis 1946-47. Donc, nous sommes là depuis sur le terrain et nous avons organisé les artisans. L'État n'a pas organisé les artisans au début. C'est les syndicats qui ont organisé les artisans et nous sommes regroupés dans des syndicats. D'accord. Avec l'arrivée des chambres de métier aujourd'hui, on nous dit que la chambre de métier ne veut pas travailler avec les syndicats et nous sommes laissés pour compte. Aujourd'hui, notre ministère, le ministère du développement à la base, qui est censé nous aider, tous les artisans, n'est penché que du côté de la chambre des métiers. Et le reste, nous sommes laissés pour compte. Donc, nous sommes sur ce plateau ce matin pour crier haut et fort que nous sommes tous des artisans au Togo et que s'il y a quelque chose, on doit s'adresser à tous les artisans. Nous nous sommes inscrits à la chambre de métier individuellement, c'est ce qui était dit, qu'à la chambre, nous pouvons adhérer et individuellement à la chambre. Et l'adhésion était libre et volontaire. Et avec le temps, quand nous brandissons ça, il y a un article finalement qui est sorti dans le code de l'artisanat de l'UEMOA, comme quoi l'adhésion à la chambre est obligatoire, à l'article 31. Et c'est là que nous avons commencé par nous poser des questions. Il n'y a pas que la chambre des métiers au Togo, il y a d'autres chambres. Est-ce que l'adhésion à la chambre de l'agriculture est obligatoire? Tous les agriculteurs doivent-ils adhérer à la chambre de l'agriculture? La chambre du commerce, est-ce que tous les commerçants doivent être forcément à la chambre du commerce? On ne peut pas m'obliger à manger ce que je ne veux pas manger. Au niveau de la chambre des métiers, on nous dit que l'adhésion est obligatoire. Malgré tout, nous avons sensibilisé nos membres. Ils ont adhéré très nombreux à la chambre. Mais le code de l'UEMOA que nos confrères de la chambre brandissent aujourd'hui, comme quoi ils ne nous reconnaissent pas comme syndicats pouvant travailler avec nous, ce code nous autorise à nous regrouper en union, en confédération, en association. Et nous pensons que en syndicat, nous sommes en association. D'accord. Et quand nous allons plus loin pour voir d'autres tests, nous voyons que nous sommes autorisés, des gens qui exercent le même métier ou des métiers similaires peuvent se regrouper en syndicat. Donc c'est pourquoi nous sommes en syndicat et nous voulons travailler avec l'État comme la chambre de métier travaille avec l'État. D'accord. Alors, les chambres de métier sont sous la tutelle du ministère du Développement à la base. Est-ce que vous avez eu à rencontrer Madame le ministre pour lui faire part de la situation? Oui, monsieur le journaliste, dès que nous avons mis sur pied l'USPAT, cette union, nous avons demandé à rencontrer Madame et nous sommes présentés à elle comme quoi nous sommes en union aujourd'hui. Et c'était en début d'année, nous avons présenté des vœux et nous avons dit à Madame que nous sommes là maintenant sur le terrain. Et après ça, nous avons envoyé nos tests au ministère, à la direction de l'artisanat. Nous avons envoyé au directeur de cabinet du ministère du Développement à la base, comme quoi qu'il sache que nous sommes sur le terrain et que quand on veut appeler les artisans, même à travers la chambre, nous sommes des organisations professionnelles, que nous soyons associés à ça pour que nous puissions travailler ensemble. C'est en cela que vous plaidez pour la mise en place d'un cadre de concertation. Nous plaidons pour un cadre de concertation, une table ronde où tous les acteurs peuvent s'asseoir et que nous puissions discuter ensemble parce que nous trouvons que nous sommes lésés. Nous sommes laissés pour compte. Tout ce qui vient aujourd'hui, ça ne reste qu'au niveau de la chambre des métiers. Nous, le reste des artisans, nous sommes laissés pour compte. Donc, c'est pourquoi nous voulons crier haut et fort que nous sommes sur le terrain depuis et que la chambre de métier ne peut pas dissoudre les syndicats.
Vers l'intérieur du pays, nos syndicats sont presque inexistants. La chambre de métier, ils sont derrière nos membres à coups de machette. Et quand quelqu'un est un peu réticent... À coups de machette, c'est un peu fort, là. C'est la métaphore. D'accord, allez-y. Donc, quand il y a nos membres qui sont réticents, c'est pour les amener chez le préfet et on les enferme. C'est pour les amener chez le chef canton et on les enferme. Nous avons eu des preuves vers l'intérieur du pays, à Dapaon, à Sekase, à Badou, à Palimé. Nos membres nous font appel tout le temps, comme quoi ils sont fatigués. Nous sommes étouffés. C'est nous-mêmes, les artisans, qui avons accepté que la Chambre des métiers vienne au Togo. C'est la Chambre des métiers n'est pas venue pour dissoudre les syndicats. Il faut que nos confrères qui sont à la Chambre le comprennent. Et que l'autorité aussi puisse faire comprendre à nos confrères qui sont à la Chambre que la Chambre n'est pas venue pour dissoudre les syndicats, mais plutôt pour nous regrouper. D'accord. Ambroise, vous avez une question pour madame? Non, question et contribution. D'accord, allez-y. D'abord, je félicite madame pour avoir été élue secrétaire général du Syntacto, parce qu'il y a un nom que j'attendais depuis des lustres à la tête de ce syndicat. Et ça veut dire que d'abord la gente féminine est reconnue à la tête de la... Parce que il y a plus de femmes dans cette corporation que d'autres. Et ensuite, comme il est de mon devoir de défendre les femmes, si tu le permets, et ce que j'ai entendu, ça m'a fait mal. Je ne connais pas les textes qui régissent ce corps de métier, la chambre des métiers. Mais je crois savoir que nous sommes en démocratie, nous sommes dans un État libéral. Et quand on est dans un État libéral, toute corporation, tout corps de métier est libre de s'organiser. Et je crois bien que c'est les syndicats d'ailleurs qui ont commencé ça. S'ils sont arrivés à créer une chambre de métier, est-ce que les gens sont obligés de rentrer dans cette histoire de chambre de métier? S'il y a des examens à passer, s'il y a des parcelles, ils sont des partenaires. Quand on est partenaire, ça veut dire qu'en cours d'examen, il y a des conditionnalités, ils les soumettent et ils passent l'examen pour pouvoir avoir un diplôme lié à l'État. C'est ce que je crois. Mais je crois que c'est les intérêts financiers qui sont en train de courir derrière tout ça. Et qu'on est en train de créer des grabuges à des bonnes femmes et à des gens qui se morfondent pour pouvoir gagner dans leur métier. D'abord, le TR est derrière ces gens-là, et ensuite, la chambre de métier vient encore. Je ne suis pas d'accord. Parce que je sais que des syndicats, surtout des syndicats de conducteurs, tout ça là, eux, je ne sais pas ce qu'ils font avec de l'argent. Je comprends pour ceux-là qui sont dans les zones. Mais qu'est-ce que... deux ministres m'ont demandé ça. Qu'est-ce que les syndicats font avec l'argent? Je l'ai dit, moi je vais faire des enquêtes pour en savoir. Mais pour ceux qui sont des couturiers, des coiffeurs, tout ça là, c'est qu'elles souffrent d'abord. Pour que la chambre de métier pense qu'il y a de l'argent, surtout quand ils vont tout ça là. C'est parce que la chambre pense qu'il y a de l'argent là-bas qu'elle veut confisquer ce qui est de leur. Je suis désolé, nous sommes dans un État libéral, et dans un État libéral, tout corps de métier est libre de s'organiser, quitte à ce que la chambre de métier reconnaisse que les partenaires, les coiffeurs et autres sont des partenaires. Les syndicats sont des partenaires. Ça veut dire que demain, la chambre de métier va demander à la CCD de dissoudre, ou à la CNTD de dissoudre. CNTD qui existe avant que nous on ne prenne les dents de lait. Non, je suis désolé. Donc je dis aujourd'hui que l'autorité puisse taper du poing sur la planche et arrêter ça là. Parce que c'est parce qu'il y a des gens là-bas qui cherchent à manger, qui sont en train de créer des problèmes à ces femmes-là. Je suis désolé. D'accord. Alors, merci madame. Vous restez avec nous. À 12h, les auditeurs vont appeler. Peut-être ils auront des questions à vous poser. Alors nous allons poursuivre avec notre débat ici. Des malfrats ont encore causé la mort au sein de la pesée population au petit matin d'hier mercredi à Agoreke lors d'un braquage armé. Il y a eu 2 morts, notamment un comptable et un malfrat. Un malfrat donc a été arrêté parmi les 3 malfrats. Alors voilà, Narcisse, des adeptes de l'oisiveté qui viennent encore endeuiller une famille, un jeune plein de vie, froidement abattu devant sa femme et son enfant. Non, vous savez, c'est un fait que nous déplorons tous, surtout en cette période de Covid-19. On a tous eu l'information hier, on l'a traité en tant que journaliste, mais il y a des questions qui se posent. C'est pas la première fois dont on entend parler de pareilles choses. Et depuis le début du couvre-feu, le 2 avril 2020, on a appris qu'il y a des voleurs aussi qui sont en train de faire leur boulot la nuit. La question se pose. On nous parle de couvre-feu, on suppose qu'il y a la force de l'ordre un peu partout, et que les Togolais sont d'une manière ou d'une autre sécurisés, mais on ne comprend pas comment est-ce que les voleurs arrivent à faire leur opération durant le couvre-feu. Parce qu'il y a des Togolais qui se sont plaints.
que pendant que il y a coup-feu, il y a des voleurs qui viennent voler leurs marchandises qu'ils ont mis au marché à certains endroits, qu'ils couvrent par moment et qui sont censés les protéger. Surtout comme ça qu'il y a les forces de l'ordre aujourd'hui, il y a les voleurs qui sont là. La question se pose. Si aujourd'hui, Ambroise l'a dit, il y a tellement de forces de l'ordre aujourd'hui et que les voleurs continuent d'opérer, il faut se poser des questions. Est-ce que les forces de l'ordre peuvent être à plusieurs endroits au même moment? Pas à plusieurs endroits au même moment, mais ils sont quand même partout. Il faut pointer ton nez à ta devanture pendant 5 minutes, tu le verras passer. Tu le verras passer. On a parlé de ces forces de l'ordre qui prennent plaisir à battre les gens. Pointez-vous devant votre devanture, 2 minutes, 3 minutes, vous les verrez passer. C'est-à-dire qu'ils sont un peu partout. Donc, là également, on lance l'appel à l'autorité. Il faut dissuader ces personnes-là. Et puis moi, j'ai un message personnel à passer surtout à ces jeunes qui aujourd'hui travaillent, qui ont un peu de moyens. Généralement, ils sont plus vers Pogan, Akodeka et autres. Et qui se font des amis de gauche à droite sans savoir exactement à qui ils ont affaire. Et parce qu'ils ont un peu de moyens aussi, ils se permettent d'amener n'importe qui chez eux, n'importe qui peut venir chez eux. C'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour leur famille. Parce que quand vous essayez de voir un peu plus par rapport à cette affaire, c'est un jeune comptable qui, par moment, va jouer au foot avec ses amis, ils vont manger, ils vont boire, il les amène à la maison. Bon, je sais pas si c'est une manière aussi de leur montrer un peu le patrimoine qu'il a. Mais ce sont ses amis qui se sont attaqués à lui. C'est dangereux. Il paraît qu'il a eu le temps d'enlever la cagoule devant pour voir à qui il avait affaire. Justement, c'était son ami. C'était son ami. Et je parie que les 2 autres gamins sont des amis à lui. Il faut faire très attention. Surtout nous qui sommes un peu plus jeunes, qui travaillons, qui avions un peu de moyens, qui pouvons sortir et s'offrir ce qu'on veut. Je dis vers Pogan, Agodeka et dans la zone là-bas. Ils sont un peu plus nombreux, qui ont leur propre maison et qui se permettent ce genre de vie. Donc c'est très dangereux. Donc il va falloir que franchement l'autorité essaie d'agir. Parce que il y a les malfrats, il y a les voleurs qui sont en train d'opérer aujourd'hui dans notre société et ça ne protège personne. C'est regrettable de voir ce jeune partir, parce que c'est un jeune, on a tous vu les photos, et qui laisse une femme, qui laisse un enfant à cet âge-là, tout simplement parce que il n'a pas su à un certain moment savoir choisir ses amis. C'est quand même regrettable. C'est le dit déjà de dire toutes nos condoléances à la famille. D'accord, merci. Magloire, Narcisse l'a dit tout à l'heure, malgré le couvre-feu, les malfrats étaient dans la rue également. C'est un peu d'audace de la part de ces malfrats. Oui, mais je crois quand même que ces gens assez lugubres de mauvaises intentions, ils ont peut-être su choisir leur moment propice pour pouvoir opérer en toute tranquillité. Et ça ressort pratiquement de la méchanceté humaine, parce que quand on suit un peu, par exemple, l'histoire du jeune homme, c'est quand même triste que ça soit, n'est-ce pas, tes amis qui deviennent des gourous comme toi aujourd'hui, au point même de vous ôter la vie. C'est vraiment malheureux. Mais ce qui me chagrine un tout petit peu, c'est que aujourd'hui où on décrète l'urgence sanitaire et on contraint, n'est-ce pas, toute la population à rester chez soi de 20h à 6h, ça voudra dire que normalement les seules entités autorisées par la loi à circuler en ville, c'est les forces de l'ordre ou d'autres agents détenant un laissez-passer. Mais quand on suit un peu comment la tragédie a été opérée chez notre regretté frère, c'est que les gens étaient arrivés avec des marteaux, ils ont eu le temps de caillasser le portail, rentrer chez lui et faire ce qu'ils devaient faire avant que même, il semble que la police a été alertée, mais elle est arrivée un peu tardivement, et c'est ce que moi je regrette un peu, dans la mesure où nos agents de force de l'ordre qui sont là, ils font certes de leur mieux. Moi je vais pas trop les culpabiliser parce que c'est avec les moyens de bord qu'ils opèrent, mais quand on vous appelle pour une urgence, dans la mesure où actuellement chacun est resté chez soi, et on sait également que pour les malfrats tous les moyens sont bons pour pouvoir opérer. On a eu les cas vers Agoué où des boutiques ont été enfin pillées en ces moments de couvre-feu.
Et donc, quand vous avez un appel d'urgence comme ça, il va falloir réagir promptement. La pro-réaction doit être la règle d'or, n'est-ce pas, de nos agents de force de l'ordre. Malheureusement, elles étaient arrivées, mais l'irréparable a été déjà fait. Certes, il y a un malfrat qui a été abattu et les autres sont recherchés. Vivement que les enquêtes puissent poursuivre pour qu'on puisse mettre rapidement la main sur ces citoyens délicats. Il semble qu'un a été arrêté. Ah oui, c'est la nouvelle que nous avions eue hier nuit, je crois. C'est une bonne nouvelle. Et du moment où il a été arrêté vivant, on pourra facilement retracer, n'est-ce pas, le fil et le cercle, n'est-ce pas, de ces messieurs-là. Mais au-delà de tout, c'est une invite également à la population de savoir gérer, n'est-ce pas, sa vie privée. Parce qu'avec l'utilisation des réseaux sociaux maintenant, on voit à longueur de journée, vous allez voir les statuts des gens, c'est que vous exposez complètement tout ce que vous avez comme bien sur les réseaux sociaux, et ça, ce n'est pas tout le monde qui le voit et l'apprécie de bon cœur. Dans la masse, il y a également des gens qui vous jaloux, qui sont jaloux de votre bien et de tout ça, qui choisissent peut-être ou qui attendent le moment idéal pour eux pour agir. Et malheureusement, ça a été fatal pour notre ami, mais ma compassion à toute la famille, mais que dorénavant chacun puisse peut-être choisir ses amis, mais au-delà de ça, mieux contrôler sa vie privée. D'accord. Ambroise Pondio. Oui, la victime, selon des témoignages, a un ami parmi ses malfrats. Donc c'est le lieu de rappeler aux gens à la vigilance, n'est-ce pas? Oui, je ne sais pas si c'est un règlement de compte où on se croirait dans un film dans des favelas brésiliennes où des groupes de camps opposés s'affrontent pour le contrôle du cartel. Vous voyez ce que je dis? Je parle de la drogue. Donc je n'ai pas bien suivi le film, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dise qu'on est dans un couvre-feu et que tous les habitants sont censés être dans leur chambre ou dans leur clôture, et qu'au même moment des militaires soient dehors ou le FOSAP, la FOSAP soit dehors. 5000 hommes, c'est beaucoup, surtout pour le Grand Lomé. Et qu'on me dise qu'il y a encore braquage. Mais je tombe de nuit, je me dis, dans quel pays sommes-nous? Vous savez, moi je demande qu'on mette un terme à cette histoire de couvre-feu, d'ailleurs. C'est-à-dire que ce couvre-feu ne nous sert à rien. Depuis 86, je me rappelle, avec l'arrivée des terroristes, moi j'étais ici à Nikonakwe, on était au CM2, au 6e, je me rappelle, c'est en cette période-là où on a fait un couvre-feu, parce que le couvre-feu ne se décrète pas comme ça. C'est vrai que l'État togolais aussi a décrété un couvre-feu parce que les gens en ont fait. Et moi je hais le suivisme. C'est pas parce que les autres ont fait que l'État togolais va le faire. Vous voyez, au Bénin, est-ce que le Bénin a décrété un couvre-feu? Non. Le Bénin a fait un confinement sectoriel. Le Bénin, je ne sais pas, le Togo a sa particularité. Le Togo aussi, le gouvernement fait des choses qui sont bien, je l'ai apprécié à juste titre. Surtout quand on devait tomber dans les congés. Ils sont attardés pour tomber dans les congés pour que les choses arrivent. C'est à cela que nous proposons que les gens reprennent. Mais là, quand on parle de Mafra, la nuit, où aucun Togolais n'est dehors, et que seulement les militaires, les gendarmes et les policiers sont dehors, ça doit inquiéter. Ou soit c'est des démobilisés, ou soit c'est des gens qui sont bien connus par les services de police, surtout qu'on vient de libérer 1004, ou c'est ça, 1048, quelque chose comme ça. 1048. Donc ça veut dire que les voleurs de pouces deviendront des voleurs de bœufs. C'est-à-dire, il faut éviter, il y a des choses qu'il faut éviter. Moi, je sais que au Togo ici, le Togolais n'a peur de rien que de militaires. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont plus peur de militaires. Parce que quand tu es en fait de trop, les gens ne te considèrent plus. Vous me suivez. Moi, je respecte le militaire. Il y a des militaires qui se respectent. Moi, quand je vois un médecin militaire, je dis, je le respecte. Ils sont bons. Allez au pavillon militaire, vous allez voir le travail qui se fait là-bas. Même au camp de Gomé, des militaires qui travaillent, les médecins, les infirmiers. Mais je dis, même nos frères qui sillonnent les rues, tout ça là. Je dis, le Togo n'a jamais fait de guerre. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on a une fois fait de guerre? Pourquoi on a des militaires? Pourquoi le Togo ne peut pas ressembler à la Suisse?
Mais en cas d'attaque. Quelle attaque? Si on n'a pas d'armée, non, quelle comment attaque? on va faire? Depuis moi, je suis depuis de près de 50 ans. Je n'ai jamais eu d'attaque que 86. 23, c'était 86. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont confrontés au terrorisme. Non, même il faut le protectionnisme pour pouvoir s'armer. On vous a dit qu'on a acheté des milliers de hélicoptères. Ça vous fait quoi? D'accord. S'il y a des problèmes à l'interne, on peut sillonner la ville pour savoir ce qui se passe. Mais ça aussi, c'est pour des raisons politiques. Le président veut protéger son fauteuil. Ça, c'est ça s'arrête là-bas. Non, mais chaque nation a une armée quand même. Maintenant, moi je dis tout simplement que il y a une confiance entre les populations et le corps habillé. Tout le saupoudrage que les gens font là, que réconciliation, la nation, il y a des gens en affaires, ça n'a pas marché. Ce n'est pas Front National qui va le réussir parce que dans son cas, c'est pire. Tu vois? Donc, on ne peut pas nous dire que nous sommes en période de couvre-feu. Ce que les Togolais n'aiment pas, parce qu'il y a des gens qui travaillent je connais des émigrants qui travaillent entre 18h et 23h. Actuellement, ils souffrent. Il y a des discothèques. Des discothèques? Oui. Bon, pour les discothèques, moi, pour les restaurants, il y a des gens, je ne prétends pas, mais il y a des gens qui travaillent là-bas. Il y a des restaurants, il y a des gens qui font du à limousine là-bas, il y a tellement de choses. Mais Ambroise, c'est des lieux de rassemblement. Est-ce qu'on doit laisser ces lieux comme ça? Tu as une fois vu un véhicule de militaires passer? Tu les as une fois vus assis? Ils sont très contigus comme des sardines. C'est vrai, ils ont des cache-nez. Mais je me demande, est-ce qu'il ne peut pas transmettre le virus? La nuit, ce qu'on a peur pour détecter le coup-feu, ça peut se passer le jour. Je venais avec mon véhicule à partir par Tikoumé. Pour terminer. Il y a 2 semaines. Oui, pour terminer. La voie était fluide. Mais il y a 3 jours, je ne vous dis pas, on ne dirait même pas qu'il y a un Covid dans le pays. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens ont déjà oublié. Ce qui se passe en France et ailleurs, ça risque d'arriver ici. Les gens sont fatigués du coup-feu et de tout son contingent. Donc moi je dis au gouvernement, soit vous levez carrément le coup-feu, ou ramenez le coup-feu de 5h à 22h. Là, ça pouvait aider celle qui va à Blo entre 18h et 23h de savoir qu'il y a coup-feu, mais on a ramené. Et que le travail que j'ai salué pour avoir demandé à ce que le commandement soit revu, pour qu'il n'y ait pas de bavure, pour que ça aussi soit contrôlé, les Togolais auront confiance. D'accord. Sinon, tout ce qui se fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, après quelques ratés au début, les choses marchent maintenant. Mais il faut que les braqueurs là, ceux-là qui inquiètent la population en dehors des tueries qu'on a constatées ces derniers temps, il faut qu'on arrive à les mettre en lieu sûr. Et que nos militaires, quand tu vas au militaire, tu es rassuré. C'est comme ça. D'accord, merci. Magloire? Non, mais pour ajouter un tout petit peu, j'aimerais simplement dire que, honnêtement, on l'a dit, entre 20h et 6h, seuls les militaires, n'est-ce pas, sont autorisés à circuler en ville. Malheureusement, nous le constatons que il y a certains qui s'introduisent, n'est-ce pas, dans le système pour opérer. C'est ce qui a été constaté avec malheureusement le décès de notre ami. Mais parallèlement à ça, il nous revient régulièrement, par exemple nous à notre rédaction, des plaintes de bonnes dames qui sont revendeuses de charbon de bois. Vous savez comment les gens exposent leurs sacs de charbon de bois, de charbon de bois à la devanture de leur maison. Depuis quelques jours, nous recevons des plaintes au niveau de notre rédaction d'une série de vols, des sacs de charbon de bois. Et là, voyez-vous, ce n'est pas au bord du goudron. C'est pour cela que moi, je voudrais beaucoup plus interpeller la force spéciale anti-pandémie qui opère actuellement, à peut-être changer d'approche et de méthodologie au lieu de se concentrer spécialement sur les voies éclairées. Il faut peut-être commencer par entrer dans les quartiers, dans les coins, pas seulement pour chasser les hommes, mais chasser plutôt ces hommes indélicats là qui non seulement tuent mais volent également les bonnes dames qui se cherchaient depuis rien que pour nourrir leur famille. D'accord. Narcisse. Oui, il y a une chose qu'on doit savoir. Aujourd'hui, la crise sanitaire a engendré une autre crise. C'est la crise économique. Et tout le monde aujourd'hui est frappé par cela. Les gens ont faim. Les gens manquent cruellement de moyens. En tout cas, les activités sont aux arrêts.
Alors, cela expose encore plus la population dans la mesure où les gens difficilement arrivent à s'en sortir. Parce que la crise sanitaire, elle est là, elle est palpable. C'est en cela qu'il est important qu'on rappelle au colonel Amana qu'il a du travail, qu'il a du boulot à faire. Il doit non seulement protéger justement les Togolais contre le Covid-19, mais également les protéger contre les braquages, contre les vols. Parce qu'aujourd'hui, c'est réel. Ils sont très nombreux aujourd'hui et qu'ils commencent déjà par opérer. Il va falloir que nos forces de l'ordre, comme l'a dit tout à l'heure Magloire, aillent dans des endroits encore plus sombres. Nous les connaissons un peu dans le Grand Lomé, dans les zones périphériques du Grand Lomé également. Parce que, quoi qu'on dise, le Covid-19 aujourd'hui a un impact considérable sur l'économie du pays. Et personne n'est épargné face à cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que pendant la nuit, de 20h à 6h, pendant que tout le monde est censé rester chez lui, et qu'il n'y a rien que les forces de l'ordre qui sont censées être là, en ville, pour nous protéger contre le Covid-19, comme on l'a si bien dit, qu'il y a également des individus qui soient là à opérer facilement. Je crois que ça doit être le dernier braquage auquel on doit assister. Il faut que véritablement le colonel Amana qui vient d'arriver également essaie de voir ce côté-là. Décidément, nous attendons beaucoup de lui. On attend beaucoup de lui. Il n'est pas seul. Il y a le chef divisionnaire, non, Atabou. Oui. Il y a aussi Atabou qui vient de la police. Oui. Amana vient de la gendarmerie. D'accord. Et l'autre aussi qui vient de... Ils sont 3. D'accord. Ok, merci à vous. Nous avons quelques minutes pour parler un peu de politique. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, va prêter serment le dimanche prochain pour un nouveau mandat. Flambeau des démocrates s'interroge. Que peut-on espérer du nouveau mandat? Alors, Magloire, sur quel chantier phare les Togolais peuvent attendre Faure Gnassingbé dans ce 4e mandat? Ben, écoutez, Faure lui-même, déjà en tant que candidat, a effleuré les pistes. Le plus grand chantier en tout cas le président élu, c'est de pouvoir rapidement conduire à terme ou du moins à la réussite le PND qui couvre la période 2018-2022 et au-delà du PND, il me semble que dans le programme du chef de l'État, il a bien dit, il a mis un accent particulier sur la nécessité de transformer le phosphate togolais, par exemple, parce que jusqu'à ce jour, le Togo se limite à l'exploitation de ce minerai-là, et donc pour lui, il va falloir démarrer, n'est-ce pas, la transformation du phosphate en engrais pour pouvoir servir les populations togolaises. Et c'est justement pour cela que ils ont essayé de mettre aussi un accent particulier à l'année, en tout cas un accent particulier sur le domaine agricole et à la mécanisation, n'est-ce pas, du domaine agricole, au-delà du matériel qui devrait être mis à la disposition du monde agricole. Le candidat Faure également a programmé, n'est-ce pas, l'introduction dans les programmes scolaires des programmes dédiés spécialement à l'agriculture dans certains lycées. Je crois quand même que c'est des innovations sur lesquelles on attend vivement Faure Gnassingbé durant son nouveau quinquennat. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées au niveau du système sanitaire. Il a également annoncé la modernisation des CMS, notamment l'électrification et d'autres projets. Voyez-vous, donc nous on se pose la question de savoir ce qu'il mettra concrètement dans ce nouveau quinquennat. Il a déjà effleuré, mais c'est au-delà de tout une manière pour nous de rappeler, n'est-ce pas, que les institutions de la République l'ont déclaré vainqueur. Il va prêter serment le dimanche prochain, mais le chantier il est grand. Oui, le contexte
il est assez particulier avec le Covid qui met tout ralenti. Néanmoins, à partir du moment où il prête serment dimanche, déjà, je crois quand même qu'il y a plus de temps à perdre. On va y aller en attendant que les efforts que les uns et les autres déploient aujourd'hui puissent concourir à maîtriser très rapidement le mal pour que le Togo puisse continuer d'autres chantiers de développement qui l'attendent. D'accord. Ambroise Ponjo, après le 3 mai, le Fort Gnassingbé aura un grand chantier devant. Bon, les Togolais n'attendent plus rien de ce régime. Ça, moi, je n'invente rien. Les Togolais ont voté massivement Agbomé, et tout le monde le sait. Agbomé dit que c'est lui qui a gagné. Ça y est, n'ayons pas peur des mots. Mais la CENI c'est-à-dire que laisse cette histoire de CENI, le coup constitutionnel. Les gens sont allés danser. 2015, ils ont dansé, non? Le président a dansé à la présidence là-bas. Comment un président peut danser, qui proclame quelqu'un? Moi, je veux dire que c'est lui qui est réellement gagnant. Suivez-moi très bien. Et Dieu seul contrôle la vie des hommes. Seul Dieu contrôle la vie des hommes. Fort Gnassingbé n'a qu'à prêter serment. C'est la suite qui va justifier les moyens. C'est la suite et la fin qui va justifier les moyens. Moi, si la Cour constitutionnelle, tout ça là, le consacre comme président, moi je suis dans le pays, je suis citoyen, d'accord. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Si réellement il a gagné, pourquoi il inquiète Agbomé? Pourquoi eux ils inquiètent Agbomé aujourd'hui? Agbomé dit que c'est lui qui a gagné. Et nous qui avions signé pratiquement beaucoup de bureaux de vote, ici avec les recoupements que nous avons eus, c'est Agbomé qui est là. Et les partis politiques, on a appelé des gens. C'est vrai qu'on n'a pas le ratio pour pouvoir déterminer que réellement c'est Agbomé qui est confirmé gagnant. Mais que Fort Gnassingbé me dise que c'est lui qui a gagné, qui refuse qu'on recompte les bulletins de vote dans les bureaux de vote, là je reste toujours dubitatif sur sa réelle victoire. Il n'a qu'à prêter serment. Et le jour même choisi pour la prestation de serment, pour moi c'est inquiétant. Un dimanche. Pourquoi pas un autre jour? C'est le jour du Seigneur. Non, il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire que, vous savez, moi j'ai toujours dit que quand Dieu vous crée, Dieu vous donne l'onction, Dieu vous donne l'intelligence. Fort Gnassingbé il y a fait 15 ans. Je l'ai dit ici, ça fait 4 ans que Fort peut partir. Mais quand quelqu'un viendra foutre du bordel, c'est les Togolais qui vont aller encore chercher le petit Fort pour venir gouverner. Si celui-là a mal gouverné. Mais vouloir à tout prix s'accrocher au pouvoir comme au rocher, je suis désolé. Le Burundi, il est pire que Fort Gnassingbé. Même Kagame est pire que Fort Gnassingbé, seulement que lui développe le pays là-bas. Mais Kagame dit qu'il va partir. Je viens de donner un truc, il va partir. Au Burundi, il part. Mais Fort, qu'est-ce qui fait que Fort s'accroche toujours à son fauteuil? Seul Dieu aura déterminé la suite. D'accord, merci Ambroise. Alors Narcisse, sur le plan social, surtout sanitaire, les lignes semblent un peu bouger avec l'avènement de la pandémie du Covid-19. N'est-ce pas qu'il faut maintenir cet élan ou sinon faire plus dans ce 4e mandat? Non, je crois qu'il faut faire plus dans ce 4e mandat. Fort Gnassingbé est attendu par rapport à ce 4e mandat. Et la Cour a dit qu'il a gagné les élections. Chacun a son avis là-dessus. Et généralement, il nous dit sur quel assaut a mis son mandat. Je crois que cette année, il n'a même pas eu le temps de jouir de cette réussite parce que en même temps, on a eu les élections le 22 février. Il y a eu les résultats. Le cas Agbomé est passé par là, Covid-19 est arrivé. Il n'a pas eu le temps vraiment de jouir de cet instant-là. Et voilà, il est censé prêter serment le 3 pour amorcer un nouveau mandat qui va durer 5 ans. Je crois que Fort Gnassingbé a du boulot. Et tout ce que les Togolais peuvent attendre de lui, c'est que le panier de la ménagère soit vraiment à la portée de tout le monde. Que tout le monde puisse en jouir. On a tellement de projets qui ont été proposés, surtout dans le cas du PND. Il y a tellement des actions qui sont posées, mais le Togolais lambda ne le sent pas. Le Togolais lambda ne le vit pas. Ça donne raison à ceux qui ont toujours cru que c'est un régime qui est là et qui, justement, jouit du pouvoir en sa faveur. Moi, je lance une invite à Monsieur le Président de la République qu'il essaie de montrer à tous les Togolais pendant ce quinquennat qu'il reste le président de tous les Togolais et qu'il est soucieux du développement du pays. Ça passe inéluctablement par le panier de la ménagère. C'est ce que moi je pourrais dire en attendant qu'on aille à la pause. Ok. Merci. Nous observons une pause et on revient. 93.5 Canal FM.
Nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Nous avons abordé plusieurs sujets. Nous avons échangé aussi avec Madame Bali Kozon Badawi. Vous allez appeler sur deux numéros, 22 21 33 74 et 22 20 19 68. Il y a déjà un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ah, ça va. Ok. Présentez-vous, s'il vous plaît. Maglo. Ok. Maglo, monsieur Maglo, allez-y. Oui, j'appelle Agoué Zongo. D'accord, allez-y. Je voudrais mener une réflexion avec vous. Je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, puisque je viens de vous capter. D'accord, allez-y. C'est à propos du port des bavettes et surtout leur changement 3 fois dans la journée que je ne comprends pas, moi. Porter les bavettes pour empêcher que le virus entre dans les narines, qu'il porte, qu'il emprunte les voies respiratoires, n'est-ce pas? Oui. Oui. Lorsque vous avez quelqu'un qui est censé être porteur du virus, qui éternue ou qu'il tousse, les bavettes l'arrêtent, selon ce qu'on nous a dit. Tout à fait. Mais ce n'est pas seulement les bavettes qui l'arrêtent. Les virus peuvent passer dans les cheveux, dans les barbes, dans tout le corps, le visage. Pourquoi on nous dit d'enlever seulement les bavettes? Pourquoi on ne dit pas qu'à chaque fois qu'on sort, il faut laver la tête avec le savon, il faut laver le visage, il faut laver les barbes? Pour être complet, couper la tête, aller laver la tête et remettre. Ça me paraît aberrant. Oui. Ça veut dire tout simplement que enlever les bavettes, aller les laver, les changer, ça ne change rien. D'accord, merci. Vous avez les barbes, vous avez les virus logés dans la tête. Et tenez-vous bien, la tête est plus fréquentée par la main. Surtout lorsqu'on a des cheveux, il y a des poux dedans. Et qui peuvent passer de la tête à la bouche. Tout à fait. Alors, c'est une aberration de changer les bavettes 3 fois dans la journée. D'accord. Merci, Voilà. monsieur Maglo. C'est pertinent ce que vous dites. Nous aurons l'occasion sûrement de discuter avec un spécialiste dans ce studio. Nous prenons un autre auditeur. Allô? 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 Oui, Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. C'est Karim depuis Spetaco. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. C'est bon? Ok, c'est bon, allez-y. Je salue Ambras Mondio. Oui. Tu sais, le journaliste, je t'apprécie beaucoup. Hein. Ah, merci. Je t'apprécie beaucoup plus que ça, parce que tu es mal les gens s'exprimer sur Pas de comparaison, s'il vous plaît. Pas de comparaison. La première des choses que j'ai à dire, s'il faut reformer son gouvernement, il ne faut pas qu'il oublie ce qu'il a fait. Le gars est quelqu'un qui travaille bien. Il ne faut pas qu'il le vive dans le gouvernement. Il peut virer les barons, même il y a que lui doit rester dans sa patte. Pour le programme Novici, je suis un taximan. J'ai accepté le code, ils m'ont dit que mon cas c'est à refait. Après tout, je l'ai refait, ils ne m'ont pas donné. Mais après tout, je ne veux pas qu'ils diminuez votre poste récepteur. Nous avons un problème de réception ici. Et maintenant, je ne veux pas qu'après tout, ils vont augmenter l'argent sur les choses que je dois payer et d'autres qui ont bouffé les 5 000 et ils ne vont pas payer. D'accord. S'il te plaît, je n'ai pas pris l'argent de Novici. D'accord. Le gouvernement n'a qu'à faire très attention. Tous nous sommes dans un pays Togo. Nous avons besoin cette somme pour manger. Ils ont gâté mon boulot. Je suis à la maison, je ne fous rien. Et j'ai tapé le code. Ils me disent que mon cas, c'est à revoir après. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont sûrement à l'écoute. Un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Je crois qu'il est parti. Alors, Magla, vous avez écouté un peu les réactions. Nous allons prendre un auditeur qui est déjà là. Allô? Il est parti également. Alors, vous avez vu un peu, vous avez écouté un peu les réactions des auditeurs. Oui, je crois, je n'ai pas, puisque j'ai pas mon masque avec moi. Mais bon, j'ai pas trop suivi notre ami. D'accord. D'accord. Le temps de prendre un autre auditeur. Allô, oui. Bonjour, Félicie. Bonjour. Oui, Ponjo a tout dit qu'on n'a pas besoin de couvre-feu parce que le Bénin n'en a pas instauré. On n'a pas besoin de couvre-feu. Et même s'il en faut, de 22 à 5 heures du matin, il irait un peu, quoi.
20 heures, on n'a même pas le temps de rentrer, on stresse au volant, on peut faire un arrêt cardiaque et tout le reste qui va nous emporter plus vite que le virus. Et puis, ce virus est arrivé pour signifier au monde entier et que c'est le bon Dieu qui contrôle ce monde, pas des individus qui s'érigent en gouvernement, qui s'accaparent de tout, qui ont droit de vie et de mort sur les citoyens en désordre, qui en sont les maîtres. Mais on dirait que au Togo, nos gouvernants ne le comprennent pas. Et ils profitent encore de ce virus pour brimer, pour martyriser. Il faut fermer les marchés à 16 heures. Je sais pas ce que c'est. Sinon, tu payes 5 000 alors que t'as rien. Et sur 8 jours, tu ne vends rien, mais on profite. Et puis, on brutalise parce que t'es pas pu rentrer à 20 heures. Il y a même mort d'homme, tout ça là, c'est des dérives qui continuent alors que ce virus a atterri pour arrêter tout ça. Et même le baril du pétrole, mais ça, je reviens toujours dessus, à moins de $20. Jamais arrivé dans le monde avec ce virus que c'est arrivé. On peut acheter le pétrole à 200 francs, je le dis toujours. Le litre, c'est pour signifier au monde que tout ce qui appartient à la terre appartient aux hommes, pas aux individus qui sont érigés en gouvernants. Ok, merci Ils madame. Le comprennent. Et pour l'histoire de M. Aguillaume, Oui, rapidement, madame. C'est un politique. Non, mais je brûle mes sous, mon frère. Oui, je sais, mais Je il y a des sous, auditeurs qui attendent, au fait. C'est un politique. Il dit qu'il a gagné. Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Il dit qu'il a gagné. Il n'y a pas je sais pas, brutaliser. Ça s'appelle délit de démocratie. D'accord. C'est un délit de démocratie. Merci madame d'avoir intervenu sur nos antennes. Allô? Un autre auditeur en ligne, allô. Allô, bonjour. Bonjour. C'est M. Jacques Devé à Sigan. Ok, allez-y. Ok, j'aimerais intervenir à propos de la pandémie Covid-19. Oui. La fois dernière, j'étais au niveau du camp qui est au niveau de la BTC. Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle. La gendarmerie nationale, la direction c'est la générale. gendarmerie. En voulant entrer, j'ai bien observé ce qu'il y avait là-bas comme savon. On devait prendre pour laver les mains. Il y avait seulement un savon de 30 francs. Et tout le monde passait, tenir ça. Et il y avait les gendarmes, les policiers qui rentraient avec ce savon. Je me demande, est-ce que la pandémie est réelle au Togo ou bien c'est de la blague? Ce n'est pas de la blague, c'est bien réel. Il y a trop de désordre même du côté des forces de l'ordre. Okay. Et pour finir, j'aimerais bien parler à M. Ambroise en privé. Je peux toutefois me l'accorder avec mon numéro. D'accord, vous allez joindre la rédaction après. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. C'est monsieur Kokou. Monsieur Kokou. Je salue les invités. Vous pouvez parler un peu plus fort? Je dis bonjour à tes confrères. Ok. Je voudrais aborder dans le même sens que M. Magro. Lorsque dans les bandes publicitaires, on demande à ce qu'on enlève, on change les bavettes au moins 3 fois par jour, est-ce que ça se fait? La question que je voudrais poser. Ça se fait individuellement, vous posez la question, ça dit que c'est individuellement qu'on peut répondre à cette question. Oui, individuellement, mais les autorités qui sont là, ceux qui contrôlent les marchés, tout ça là, tout ce qu'ils disent là, est-ce que dans ces bandes de publicité, c'est ce qu'on fait? Et je parle aussi des marchés. Lorsque vous avez un marché, par exemple le marché d'Agoya qui a au moins une dizaine d'entrées, maintenant à cause de ce problème de coronavirus, on demande à ce qu'on ouvre seulement 2 entrées. Et les gens se mettent en rang et ils se regroupent là-bas comme des gens. Il n'y a pas de distanciation de 1 mètre aussi. Oui. Pourquoi on n'ouvre pas toutes les portes, on met les dispositifs de lave-mains à toutes les entrées des marchés et on ouvre seulement 2 entrées et puis on constate ces choses-là. D'accord. Bon, concernant pour finir, le dossier politique, j'ai demandé à M. Ambroise
les croyants, sont ceux qui ont cru à ce genre de prophétie. Je voudrais demander à M. Alban Pondo, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la prophétie est réalisée? D'accord. Merci. Il va vous répondre tout à l'heure. Un autre auditeur en ligne. Il n'y a pas d'auditeur. Ambroise Mondio, on vous a interpellé tout à l'heure. Je ne suis pas un pasteur, mais je dis tout simplement que je relais les révélations des pasteurs et des hommes de Dieu. Je sais d'une chose, une prophétie peut faire 100 ans avant de se réaliser. Ça peut faire 10 jours. C'est Dieu qui contrôle sa propre prophétie, qu'il a envoyé à travers une révélation à un pasteur ou à un homme de Dieu. D'accord. Merci. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Je voudrais dire à mon ami Ambroise, un ami personnel, que sa prophétie, ou bien ce à quoi il a cru, je pense qu'il devrait normalement revoir le truc dans le sens contraire. C'était fort que mon Seigneur voyait, mais ça n'a pas marché. Bon, maintenant, je voudrais dire que ce soit un politique, ou bien un homme d'affaires, ou bien un simple citoyen, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Quand on parle de politique, à Guéoumé, à faire quelle politique là, non. Ici, c'est une question pénale. C'est pas parce qu'il a été candidat à la présidentielle qu'il va s'arroger le titre de président de la République, comme cela. Ça, c'est un. Deuxième point. Je voudrais aussi que on arrête de comparer les agissements de Agbéoumé avec les agissements de Jean-Pierre Fabre. Alors, il n'y a pas photo. Le gars, le monsieur, il s'est toujours comporté en légaliste. Il s'est toujours déclaré être légaliste. Et quand on est légaliste, on demeure légaliste du début jusqu'à la fin. C'est pas au moment où ça t'arrange qu'on s'arroge le titre de légaliste, aller être avec le régime, aller être avec les dirigeants, et au moment où il faut vraiment montrer au peuple qu'on est légaliste, on fuit devant ses responsabilités. L'acte qu'il a posé est pénal et il sera poursuivi comme tel. Mais reste à savoir si la justice va poursuivre ou pas. Donc laissons la justice faire son cours. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons recevoir un autre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Présentez-vous d'abord. Oui, moi je suis monsieur Christian. D'accord, allez-y. Je suis au niveau d'Avedi. Ok, allez-y. Bon, je parle sur 2 points par rapport au Covid. Les gens peuvent penser que le couvre-feu n'est pas positif. Mais vous devez remarquer que, observez, vous êtes journaliste, observez. Restez dans un point de carrefour. Les gens pensent que la nuit, le virus ne se transmet pas. À partir de 19h, les gens ne mettent plus de cache-nez, quoi. Vous devez le remarquer. Parce que certains mettent cache-nez parce qu'ils se disent que, bon, si je ne mets pas, on m'observe. Donc, à partir de la nuit, les gens, il n'y a plus de cache-nez. Observez ça. Si je mens, Ambroise n'a qu'à rester dans un carrefour et observer. Vous allez voir, la nuit, c'est très important, le couvre-feu. Si on doit demander aux militaires de faire bien leur travail, je pense que c'est bien, mais le couvre-feu, ne pensez pas que ceux qui ont décidé, les gens sont plus intelligents que eux. Ils ont réfléchi avant de prendre cette mesure. Donc c'est des gens qui réfléchissent bien avant de prendre cette mesure. Ils ont observé. C'est important. Oui. Maintenant, je prends deuxième point, rapidement, oui. Par rapport à Goyemi. Donc, vous allez penser que on va dire que Goyemi va le laisser. Il va former son gouvernement. Bon, on est là. Il y a 2 présidents au pays. Il prend sa décision, un autre, parce qu'on se dit que bon, il a été à la présidentielle, et puis, bon, on ne doit pas le bousculer, on va l'observer, et c'est normal comme ça. Ceux qui disent que vous êtes journaliste, et vous dites que vous avez fait des statistiques et vous donnez des résultats. Mais c'est bien, mais donnez des résultats réels. Donnez-nous tous les points. Cherchez des moyens, vous les journalistes. Allez chercher et venir nous dire. Il ne faut pas dire que vous avez observé Lomé. Il y en a plein parmi vous qui ne connaissent même pas l'intérieur du pays. Je peux citer des localités où les gens ne connaissent pas. Merci. Il n'y a qu'à reculer. Merci, monsieur. Il ne faut pas rester sur les médias et commenter par dire que... Merci à vous. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, je crois qu'il est parti.
Vous pouvez nous appeler sur le 22 21 33 74, le 22 20 19 68. Allô? Diminuez votre poste télécepteur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, moi je voudrais intervenir par rapport au cas d'Agoyoké. Oui, présentez-vous d'abord. Monsieur Kossi. Ok, allez-y. Oui, je voudrais dire que sincèrement, quelque chose n'est pas bien aller au niveau d'Agoyomé et au niveau de l'autorité. Au niveau d'Agoyomé, Agoyomé pouvait aller répondre à cette convocation, même si c'est sur un blancard. Le juge constatera qu'il est malade et il va partir à la maison. Ça fait un. Concernant l'interpellation, la troisième convocation que l'autorité avait envoyée à Agoyomé, l'autorité devait attendre l'heure de la convocation. Si Agoyomé ne répond pas, elle se présente avec une autre convocation des réceptions pour l'interpeller. C'est là où quelque chose n'a pas bien marché. Est-ce que vous voudrez apporter comme contribution et éclaircissement? D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Un autre auditeur en ligne, alors. Ouais, bonjour, monsieur Kousseni. Oui, bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour. Vous avez 3 minutes depuis sortie totale. Et j'aimerais parler de couvre-feu là. Présentez-vous d'abord. 3 minutes depuis sortie totale. D'accord, d'accord. Allez-y. Ouais, concernant le couvre-feu. Et si c'est de 5h à 22h, ça peut nous avantager. Parce que le business que moi je fais des brochettes, mais vous voyez que les choses sont déjà mélangées. 22h à 5h. Ouais. D'accord. Parce que déjà, de 19h à 20h, on doit rentrer. Mais à ce moment, les clients sont là. Ils sont obligés de rentrer comme ça. Et maintenant, les choses ne vont pas bien, quoi. Si on peut nous faciliter ça un peu, ça peut nous avantager. Merci beaucoup. D'accord, merci. L'autorité est sûrement à l'écoute. Un autre auditeur en ligne. Votre correct. Ah, il est reparti. Alors, vous avez écouté un peu les réactions. Bon, avant de venir à vous, il y a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Présent. Papa Siditi. Ah, monsieur Siditi. Monsieur Siditi, oui. Merci beaucoup, bienvenue. Mon directeur, Sassou Gaou, faut me lui envoyer mes bonjours. D'accord, je n'y manquerai pas. À vous tous, je souhaite une longue vie, une bonne santé, bon travail et plus précisément à mon fils, le fils de mon patron, Ambroise Ponjo. Merci beaucoup. Je voudrais qu'il me donne mon numéro. Nous avons besoin de vous. Faites tout ce que vous pouvez faire pour ne pas être contesté par les gens, mes enfants. Que le Togo, c'est pour nous tous. Nous devons vivre en paix dedans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez courtois et que les gens ne parlent pas mal de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne journée. Oui, un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Agbangba. Monsieur Agbangba, allez-y. Vous savez, ce qui se passe au Togo, les élections que nous sommes allés, cette page est tournée. Quand vous, les journalistes, vous venez, que vous faites revenir les affaires des élections, ça fait mal au cœur. Parce que Agoyomé, il a été membre de ce même gouvernement. Aujourd'hui, Agoyomé a commis une infraction, mais qu'il réponde. Il connaît la loi plus que nous tous qui sommes au bateau pour de répondre. Mais laissez la justice faire son travail. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est le dernier appel de ce jeudi. Madame Bali Kozon Badawi, un dernier mot avant de clôturer cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je voudrais dire sincèrement merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, surtout à tous les artisans au niveau de nos syndicats. Je leur fais un grand coucou et qu'ils tiennent vraiment. Et nous sommes toujours à l'œuvre pour que nous puissions être reconnus par l'autorité comme étant des artisans exerçant sur le territoire. Et nous nous appuyons surtout sur cette rencontre, cette cadre de concertation nationale
sur le plan national, vous m'avez posé la question. Et j'avais oublié un peu. Rapidement, nous sommes talonnés par le temps. Notre ministre de tutelle, elle reconnaît notre existence parce que elle m'avait déjà programmé une fois que j'ai assisté à notre cadre de concertation sur le plan régional à Ouagadougou. Donc, elle reconnaît notre existence. Elle sait que nous sommes sur le terrain. Donc, nous lançons l'appel que ce n'est pas que les chambres de métier qui sont sur le terrain. Elle sait que nous existons, qu'elle travaille avec nous et que nos confrères qui sont à la chambre cessent de se vanter comme quoi nous travaillons directement avec Madame le ministre. Donc, et laisser ces gens là-bas. Nous sommes l'État, nous sommes tous l'État. Nous voulons le réitérer, nous sommes tous l'État et que nous sommes des artisans, que notre ministre de tutelle et voir au plus haut niveau les chefs de l'État qui sachent que nous sommes là et qu'on travaille avec nous aussi. D'accord. Merci Madame Bali Kozon Badawi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'USPATS, Union des syndicats professionnels des artisans du Togo. C'est l'heure de donner des cartons. Magloire Teko. Carton, je sais pas trop si j'ai un carton, mais je voudrais peut-être m'appesantir un peu sur la réaction d'un auditeur rapidement qui plaidait un peu à ce que le gouvernement puisse rallonger de 20h à au moins 22h le début du couvre-feu parce qu'il n'arrivait plus à vendre. C'est pour dire en réalité que ça pénalise beaucoup de gens et c'est pour cela justement que nous, à notre rédaction, nous avons posé la question de savoir dans nos parutions du jour quelle est en réalité la qualité du travail dont se nourrit la majorité des Togolais. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu le programme Novici, les chiffres actuels, ça fait déjà près de 1,3 million personnes qui bénéficient de ça. Donc, c'est pour dire que cette situation sanitaire s'est imposée à nous, mais au-delà de tout, ça doit relancer nos autorités à faire en sorte que le Covid passé, on doit vraiment penser, et les acteurs, les autorités, à faire en sorte qu'on puisse, en tout cas, faire des réformes pour que le travail soit décent et nourrisse proprement le Togolais. D'accord, merci Magloire. Narcisse Prince Agbodjan. Moi, j'ai un carton rouge à donner à tous ces Togolais qui aujourd'hui se sont interdits d'observer les mesures préventives contre Covid-19, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que en s'interdisant de le faire, c'est peut-être à l'État qu'on fait mal. On se dit souvent que l'État n'assume pas ses responsabilités. Moi non plus, je ne veux pas mettre le cache-nez par exemple. Et une manière de dire, je suis contre cet État-là. En le faisant, vous vous mettez en danger, vous mettez également en danger les autres. C'est très très important que tous les Togolaises et tous les Togolais prennent conscience que le mal est là et qu'on essaie justement de respecter ces mesures préventives. D'accord, merci. Ambroise Kondjo. Oui, un carton vert au commandant Mana Atabou et autres, qui viennent d'être portés à la tête de la FOSAP. Je leur souhaite une très bonne mission et leur demande plus de rigueur et de flexibilité à la fois. D'accord. C'est tout ce que j'ai à leur souhaiter pour qu'il y ait plus de morts. D'accord. D'accord, merci. Merci à vous tous. Ambroise Kondjo du journal des Guardians, Magloire Teko du journal Flambeau des Démocrates, et puis Narcisse Prince Agbodjan du site d'information l'interview.info. C'est fini pour cette émission, mise en onde par Thomas Datevi et Michel Tomega. Mise en ligne, Géraud Akoucha. Vous retrouvez SAS lundi à 11h.